enfin, on parle de gaz renouvelable avec un S. Parce que certes, il y a le gaz naturel et le CH4, donc issu de la méthanisation et de la méthanation également, donc de CH4 de synthèse, mais il y a également d'autres gaz, tels que l'hydrogène, par exemple. Alors, il y a également le CO2 qui se transporte par pipe, donc sous forme gazeuse. Là, Laurent, je ne pense pas que j'ai la main pour passer les slides. Hop. Voilà, donc le slide. Alors, Hervé l'a évoqué, donc c'est vrai qu'il y avait une étude donc, qui a été copilotée avec le concours donc, de GRDF, GRT Gaz et l'ADEME, donc qui montre qu'il y a un mix de gaz 100% renouvelable d'ici à 2050. On peut passer la slide suivante. Alors voilà, il y a 4 procédés aujourd'hui qui permettent de produire des gaz au pluriel, donc encore une fois renouvelables. Donc la méthanisation, je ne vais pas y revenir dessus. Maintenant, on a la pyrogasification, donc il y a un procédé qui permet donc de valoriser les matières résiduelles sèches, à savoir les déchets plastiques, les textiles et les pneus, voilà. Donc, c'est un procédé à haute température qui permet donc la production de CH4, donc de gaz naturel de synthèse, mais également une partie d'hydrogène. Ça permet également, on verra après, donc il y a la gazéification hydrothermale. Donc là, c'est un process, c'est une technologie en laquelle on croit beaucoup à GRT Gaz et qui présente beaucoup d'intérêts sur lesquels je vais revenir également après. Et puis Hervé l'a abordé, le Power to Gas, qui permet là encore une fois donc de produire là du gaz de synthèse, de l'injecter dans nos réseaux, mais également qui présente l'avantage de pouvoir stocker l'électricité produite à grande échelle, notamment l'électricité produite par des moyens de production énergie renouvelable, tels que les parcs éoliens, par exemple. Et on a un bel exemple à Dunkerque. On a un parc éolien d'une puissance de 600 MW qui va voir le jour d'ici quelques années. Et c'est vrai que on envisage déjà de pouvoir peut-être proposer une solution de power to gas pour permettre le stockage de cette électricité quand elle sera produite de manière abondante. On peut passer la slide suivante. Alors voilà, ce graphe, il est intéressant, je trouve, parce qu'il montre la substitution, donc justement, par l'avènement, le développement de ces nouveaux gaz au CH4. Donc, on voit bien, en 2019, on avait une production de 491 TWh donc de gaz naturel, avec 2 TWh quand même qui étaient déjà produits à partir de biométhane. Et puis, on voit dès 2030, une part croissante donc du développement donc de la méthanisation et du CH4 donc issu de la gazéification hydrothermale, donc qui représente quand même une part, donc on voit 49 TWh. Et puis on a également la part qui vient augmenter là, donc là c'est la méthanation. Donc le CH4 de synthèse, issu de la technologie donc, du Power to Gas, qui représentera en 2030 20 TWh. Et puis ensuite, on voit que plus on avance dans les années, et bien plus donc la part de gaz naturel va tendre à diminuer au profit donc du développement de ces nouveaux gaz. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certes, il y a la méthanisation et donc la gazéification hydrothermale, qui représenteront toujours une part importante, hein, c'est là la majorité, mais on voit par exemple que la pyrogazéification occupe une part également croissante, sans parler donc encore une fois de l'injection donc du méthane de synthèse produit par méthanation issu de Power to Gas.
Je ne sais pas pour les autres personnes, mais moi j'ai toujours la page d'accueil à l'écran. Ah, Je ne sais pas si c'est général. non, parce Non, que a priori, nous, ça circule bien. Ça circule bien de notre côté. Bon, bah, excusez-moi. Il doit y avoir des problèmes de réseau ce matin tout court. Oui, c'est un petit souci qui peut être rencontré parfois par certains participants, c'est-à-dire que pour la majorité, le diaporama défile bien, et pour quelques personnes, on ne sait pas vraiment pourquoi, ça reste bloqué sur une diapositive. Donc on s'en excuse, et donc de toute façon, on mettra en ligne après le petit-déj l'ensemble de la présentation sur le site de l'agence. Alors, je vois également des questions qui s'affichent dans le fil de discussion. Je pense on va pouvoir y répondre de manière groupée à la suite, hein. D'accord. Tout à fait. OK. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante, qui est normalement, voilà, un focus, hein, sur donc, les deux technologies donc, qui sont prometteuses, donc la pyrogasification et la gasification hydrothermale. La différence, c'est voilà, sur la pyrogasification, on travaille vraiment à partir de matières sèches, tandis que la gasification, la gasification hydrothermale, là, on travaille plus sur les matières humides. Donc, c'est essentiellement des bouts de stations d'épuration, mais également les effluents des usines agroalimentaires et aussi les papeteries, les effluents d'élevage qui sont très importants et donc on va pouvoir valoriser. Et ce process est intéressant parce qu'il permet également de valoriser donc les digestats issus de la méthanisation. Donc là, on a vraiment le cycle qui va jusqu'à son terme, hein, où on va vraiment récupérer toutes les énergies issues donc des process amont, tels que la méthanisation. On va pouvoir également passer à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, la gasification hydrothermale, donc c'est une technologie qui n'est pas encore mature. On doit encore progresser sur les rendements globaux. Et l'une des pistes, c'est qu'on va venir récupérer de la chaleur qu'on va pouvoir injecter, par exemple, en complément dans les réseaux de chaleur. Même si ce sont des réseaux de chaleur haute température, quoique de plus en plus on voit se développer en France, notamment les réseaux de chaleur basse température. Et là, on voit tout de suite l'intérêt, hein, de ce procédé qui va permettre donc à la fois de produire des nouveaux gaz et également de venir augmenter la performance des installations connexes à la technologie donc gazéification hydrothermale. Alors ça permet aussi de récupérer, de valoriser les sels minéraux et l'azote, donc pour en faire des fertilisants agricoles. Donc en termes d'analyse globale de cycle de vie, ça permet également d'améliorer fortement le bilan carbone. Autre intérêt, c'est que ce procédé, on travaille en gazéification hydrothermale, on travaille à très haute température et à très haute pression. Donc, ce qui permet d'éviter la phase de compression quand on va venir injecter ce nouveau gaz dans nos réseaux. Et là encore, on réalise des économies importantes d'énergie. Donc, au final, on a un bilan énergétique qui est prometteur. Alors, on a un démonstrateur qui a vu le jour il y a un an maintenant, donc aux Pays-Bas. Et GRT Gaz a d'ores et déjà entend en fait développer cette solution, et notamment au périmètre de Dunkerque. Donc voilà, j'ai vu que Claude Calès était dans la salle. Voilà, il est bien au courant. On va accompagner les industriels qui souhaiteraient s'engager dans ces procédés pour justement les amener voilà, les amener à mettre en œuvre une telle unité qui pour nous présente de nombreux avantages pour la collectivité. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, voilà, le contexte du Power to Gas.
Donc, comme Hervé l'a évoqué tout à l'heure, hein, ça permet de produire donc de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Donc, avec une source, l'intérêt, c'est d'avoir une source d'énergie, d'électricité renouvelable. Donc, encore une fois, les parcs éoliens et puis le photovoltaïque sont deux vecteurs qui nous semblent pertinents. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir stocker sous la forme d'hydrogène qu'on va pouvoir injecter dans nos réseaux, par exemple, et à la suite desquels on va pouvoir donc produire par un procédé donc de méthanation du CH4 de synthèse. Mais j'allais dire pas que. Euh, euh, donc on le verra après justement dans un projet qui est développé sur le territoire de Dunkerque. Et donc c'est un procédé qui peut avoir vraiment de l'intérêt aussi quand il est développé avec d'autres procédés tels que les CCU. Donc les CCU, hein, c'est des unités de captage et de valorisation du CO2. Concrètement, pour faire simple, on va aller capter le CO2 en sortir des cheminées, par exemple d'Arcelor, et puis ce CO2 va être combiné avec de l'hydrogène qui permet, donc c'est le principe de la méthanation, qui permet de produire donc du CH4 de synthèse. Mais pas seulement, ça permet également de produire d'autres gaz et également des biocarburants. Voilà, donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Bon, la méthanation, voilà, je viens de là, bon, normalement, ce sont des slides qui sont destinés à des écoles d'ingénieurs, hein. C'est pour ça que c'est un petit peu, je vais pas rentrer dans les, on va pas approfondir plus. Voilà, et là, c'était pour revenir un petit peu donc sur par rapport à la maturité, hein, donc de ces filières de production. Donc, on voit bien la méthanisation, ça y est, c'est une technologie qui est mature, qu'on voit fortement développer. La pyrogazéification, à partir de 2020, enfin voilà, 20, 21, on y est là, hein. Et puis la gazéification hydrothermale et le power to gas, qui eux, on verra plus de développement de projets à l'horizon 2025. Donc là, alors là, c'est intéressant. Ça, c'est une étude donc qu'on a réalisée ah non, ça c'est une étude qui a été réalisée par l'ADEME. On a fait un peu la même avec le concours donc du pôle énergie, qui est une étude de gisement en fait, hein, sur les potentiels de gaz injectables par département et par filière. Donc on a une filière, hein, qui se distingue en trois segments: la méthanisation, la gazéification et puis le power to gas. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais on voit dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'a pas trop de power to gas. Ben oui, mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de projet d'énergie renouvelable massif. Là, aujourd'hui, bon, ça y est, on en a un. On peut espérer même qu'on en ait d'autres qui viennent à se développer. Donc voilà, on a quand même des potentiels. Et alors aussi, euh, pour élargir un petit peu sur la région, enfin, ça va me permettre également d'élargir sur le Dunkerquois. À Dunkerque, on travaille beaucoup avec le concours justement d'Eura Énergie au développement donc d'un hub dédié à l'hydrogène pur. Et ce hub, par définition, permettra d'accueillir les volumes d'hydrogène qui seront produits sur l'ensemble du territoire, mais à maille régionale. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal, par exemple, de procédés power to gas qui vont pouvoir naître, voir le jour. D'ailleurs, on voit, hein, les exploitants de parcs éoliens commencent à s'intéresser fortement. Parce qu'on a pas mal de parcs éoliens qui arrivent à terme de leur exploitation, de leur période d'exploitation, et qui rentrent dans une phase, donc, ce qu'on appelle de repowering.
donc qui permet, si vous voulez, de rebooster un petit peu les moteurs et donc redonner une seconde vie à ces éoliennes, donc en augmentant de manière très importante les rendements. Et l'idée, ben, c'est de proposer des unités de power to gas en pied de ces parcs éoliens, si vous voulez, et donc qui permettront de produire de l'hydrogène. Et cet hydrogène produit localement sera acheminé jusqu'à ce hub dédié à l'hydrogène au périmètre de la zone industrielle ou portuaire de Dunkerque. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, Dunkerque, on travaille déjà beaucoup sur ces nouveaux justement ces nouveaux gaz tels que l'H2, donc l'hydrogène pardon, et également le CO2 parce qu'on a également dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, donc le territoire travaille autour de l'économie circulaire du carbone et donc travaille avec le concours de GRT Gaz qui lui se positionne en tant que transporteur et gestionnaire de ces infrastructures qui permettent donc justement le développement de ces nouveaux gaz. Voilà, je regarde le temps imparti, je pense que c'est bon. Allez, un petit dernier focus sur Dunkerque. On a un projet donc, qui est le projet développé par Engie Génération, qui est le projet REUZ, donc qui est un projet intéressant. C'est un CCU donc usage qui aura pour finalité donc de l'injection de CH4 dans nos réseaux, mais pas que. Comme je vous disais également, de la production de biocarburants, donc ce qu'ils appellent le e-méthanol et avec un procédé en amont qui utilise la biomasse pour intégrer à la stratégie de décarbonation d'ArcelorMittal, donc qui permet à ArcelorMittal de réduire ses émissions de CO2 dans son process. Voilà. Donc on voit que c'est un projet, moi je trouve que c'est intéressant parce que on voit bien les synergies entre les industriels locaux. D'ailleurs, la semaine passée encore, on était justement, on avait une réunion où on voit que tous les acteurs du territoire sont présents. On a des enjeux qui convergent. Et au final, bah voilà, on voit que ça va passer par le développement de ces nouveaux gaz et par le développement des infrastructures. Voilà, j'en ai fini. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais juste arrêter les différents partages.